Bonjour, bonjour. Ça fait plaisir de vous voir. C'est la troisième édition du jour E. Vous avez vu que ça prend une nouvelle dimension, comme toujours chez BPI France d'ailleurs. J'en profite tout de suite pour féliciter les équipes qui ont monté tout ça, pilotées par Anne en particulier qui me succédera à cette scène. On est très content de vous accueillir. 2300 inscrits pour le jour E. Voilà. Alors, je vais commencer par une note. Évidemment, on parle d'un sujet qui est d'une extrême gravité, donc une note de gravité. L'année dernière, vous vous en souvenez peut-être, j'avais, sans le savoir du tout d'ailleurs, déclenché un tout petit buzz sur les réseaux en disant ma conviction que le 1,5 degré n'était pas tenable. Bon, il se trouve qu'il y a 15 jours, le GIEC a publié son rapport, qui est son premier très gros rapport depuis le précédent, qui était un rapport de 2014, si je me souviens bien, hein, et qui confirme en effet que le 1,5 degré, dans les conditions actuelles et dans les trajectoires actuelles de décarbonation, n'est pas tenable. Le GIEC nous invite donc à considérer une nouvelle trajectoire qui est, si on fait des efforts considérables, de 2 degrés, et si on ne les fait pas, entre 2,8 et 3,2 degrés. Alors, ça peut paraître, évidemment, ici, vous êtes présents, donc vous savez, ceux qui m'écoutent en ligne, parfois, ne savent pas que le sujet n'est pas tellement une augmentation apparente de la température. Le sujet, c'est que cette augmentation, c'est absolument comme si le corps humain était en permanence à 38,5, puis 39, puis 39,5, puis 40 degrés. Petite fièvre, fièvre de cheval. Donc, on est parti sur une pente qui est une pente très inquiétante, et qui nous emmène vers, évidemment, un immense esprit de responsabilité. Comme globalement, la planète s'y est pris trop tard, le GIEC le dit très clairement, la pression sur les États va être considérable, et dans l'écosystème des États, il y a des opérateurs et des grands acteurs comme la BPI. Elle va être considérable parce qu'il faudra gérer à la fois toutes les transitions nécessaires et les crises qui sont la conséquence du fait qu'on s'y est pris trop tard. Et donc, en fait, les acteurs, les dirigeants, et vous êtes tous plus ou moins dirigeants, doivent se préparer à être débordés dans les obligations d'action quotidiennes. Il va falloir absolument, comme sur un champ de bataille, ça sera bordélique, ça sera sous une extrême tension, il faudra tout faire à la fois. Gérer la tornade et en même temps décarboner l'entreprise. C'est ça qui nous attend. On le sait. Raison pour laquelle on vous rassemble aujourd'hui, non pas pour tirer une fois de plus la sonnette d'alarme, il y a des gens qui le font très bien, je les ai cités, mais pour dire qu'il y a un sentier à partir du moment où on s'y met carrément. Que font les PME françaises? On publie ce matin une étude qui est tout à fait passionnante, je vous encourage à la regarder. Les PME françaises ne sont pas dans le déni, pas du tout. Au contraire, on est, depuis 2020, dans une accélération fulgurante de la prise de conscience. Ça, c'est la bonne nouvelle. On a 70% des patrons et patronnes de PME qui ont parfaitement compris le problème, parfaitement compris le sujet. En revanche, ils ont compris le sujet pour la planète, mais ils n'ont pas forcément compris ce que ça signifiait pour eux. Ils n'ont pas, en particulier, vraiment compris ce qui allait se passer et qui a déjà largement démarré. C'est-à-dire que l'ordre social va changer, au sens large du terme. Ils vont être sous une pression considérable de l'ensemble des parties constituantes qui vont leur demander des comptes. Ce qui arrive aujourd'hui à Total va arriver à tous les patrons et patronnes de PME. Tout le monde. On va leur demander des comptes. Les agences de l'eau vont leur demander des comptes, les maires vont leur demander des comptes, les salariés vont leur demander des comptes, les banques vont leur demander des comptes, leurs clients en scope 3 vont être de plus en plus exigeants et vont leur demander des comptes. Et c'est ce qui s'appelle un changement d'ordre social, ça, complet, avec une pression mentale, une charge mentale pour eux qui va être absolument énorme, à laquelle on ne peut pas échapper. Tenter d'échapper à ça, c'est comme refuser de parler la langue vernaculaire de son propre pays. C'est à coup sûr la marginalisation.
Donc comme la totalité de la société tourne, il faut tourner avec elle. Et comme les patrons de PME, les patronnes de PME sont les chefs de la société en question, il vaut mieux qu'ils soient devant que derrière. Sinon, ça va faire vraiment mal. Alors, est-ce que les PME françaises bougent réellement? Pas beaucoup, en fait. Elles font des... Vous savez, c'est un peu le moonwalk de Michael Jackson. On bouge, mais ça n'avance pas beaucoup. Elles font énormément de petits pas. Énormément de petits pas. Et en faisant beaucoup de petits pas, on est dans l'apparence du mouvement. Sauf que la réalité de la quantité de tonnes de carbone émises est qu'elle ne baisse pas. Ou très très peu. Tout à fait marginalement. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas en faisant un moonwalk de plus en plus rapide que ça va changer quoi que ce soit. C'est pas en accélérant les petits pas qu'on va bouger le pays. Un peu comme dans une salle de sport. Le sujet, là, n'est pas d'accélérer le tapis sur lequel vous courez. Le sujet, c'est de changer de machine. Carrément. Et donc de revoir le produit même, qui est la raison d'être de l'entreprise, de revoir la manière dont l'entreprise est gérée, de tout revoir, en fait. Donc de se poser des questions qui sont des questions de fondateurs. Au moment où on crée son entreprise, on se pose toutes ces questions essentielles. Des questions qui sont les piliers même, l'essence existentielle de l'entreprise. C'est tout ça qu'il faut re-questionner. Et là, nos enquêtes, vous lirez l'étude, montrent que la PME française n'a pas encore commencé à poser ces questions-là. En immense majorité. En immense majorité. Voilà. Donc c'est bien le sujet qui nous occupe et c'est pour ça qu'on fait ce genre d'événement. Parce que re-questionner les fondamentaux, c'est tout à fait possible. Il ne faut pas en avoir peur. Et certains montrent le chemin d'ailleurs, d'évolutions qui sont des évolutions radicales, positives, qui créent énormément de business et qui dégagent des vibrations incroyablement positives dans le territoire, dans l'environnement, etc. C'est la communauté du coq vert. La communauté du coq vert, c'est bien la communauté des entreprises qui savent qu'il y a un chemin et qui absorbent le stress global, l'espèce de peur millénariste qui nous prend et qui va nous prendre de plus en plus pour montrer qu'en effet, on peut changer. La communauté du coq vert, fondamentale. Alors, qu'est-ce que fait BPI-France dans cette affaire? D'abord, on a la conviction qu'on est équipé pour faire du porte-à-porte de masse, humain. On est évidemment convaincu que les choses ne vont pas se faire par injonction verticale. Bien sûr qu'il y aura une pluie de normes, il y aura une pluie d'exigences, mais le réglementaire n'a jamais vraiment suffi à faire bouger le tissu productif. Donc il faut du porte-à-porte de masse. Porte-à-porte de masse, nous l'avons commencé. Et nous avons pris l'engagement avec nos actionnaires et avec l'État, avec le président de la République, de faire un porte-à-porte de 20 000 PME et ETI françaises. Et de le faire en 4 ans. On a commencé, on en a fait à peu près 3 000. Porte-à-porte, ça veut dire que nous allons voir les entrepreneurs et nous avons avec eux un dialogue climatique qui nous permet ensuite d'ouvrir la boîte à outils que nous avons patiemment constituée avec notre partenaire stratégique qui est l'ADEME. Vous connaissez tous l'ADEME. L'ADEME est devenue un partenaire stratégique de la BPI. J'imagine qu'ils sont présents ici aujourd'hui et je les salue. Qu'est-ce qu'on a fait avec eux? On a construit des diagnostics. Toute une famille de diagnostics. Et qui n'est que le début d'ailleurs d'une grande aventure. Diagnostics que nous poussons vers les PME. Et puis autour de ces diagnostics, il y a évidemment du financement. Financement de CAPEX, financement de tous les matériels de la transition. C'est pour ça qu'on fait des prêts verts qui sont des prêts sans garantie. C'est que quand vous faites la transition de votre PME, par exemple, il faut bien que vous formiez tout le monde chez vous. C'est de l'immatériel. Qui vous finance ça? C'est la BPI avec ses prêts sans garantie. Quand vous achetez du software, quand vous digitalisez votre PME pour la transition, c'est de l'immatériel. Qui finance l'immatériel par les prêts sans garantie? C'est la BPI. Voilà. Et donc notre boîte à outils, c'est des prêts, c'est du financement de l'innovation bien entendu, et puis c'est tous les diagnostics que nous poussons. C'est également les accélérateurs que nous avons créés, les écoles. J'imagine que certains d'entre vous ont été dans nos accélérateurs et que certains d'entre vous ont été en particulier dans nos accélérateurs décarbonation. Nous avons créé des accélérateurs qui sont spécifiquement consacrés à la question
que j'évoquais à l'instant, du pivot stratégique complet de l'entreprise autour de la décarbonation. Et on en fera de plus en plus. C'est très important. J'ai peur du Larsen si je le mets trop près. Alors ensuite, nous finançons les green tech. Les green tech, c'est la bonne nouvelle de la France aujourd'hui. Hein. BPI France, on finance 20 000 startups. Bon, sur les 20 000 startups, il y en a 10% aujourd'hui qui sont des green tech. Et la proportion est en augmentation permanente. Et on les soutient pratiquement toutes. Pratiquement toutes. Hein. La bonne nouvelle, c'est que une génération nouvelle de chercheurs issus des universités françaises créent des startups. Et ces startups sont en majorité des green tech. La deep tech française, c'est de la green tech. Au moins pour moitié. Hein. Donc on a comme objectif, comme vous le savez, de créer 500 startups deep tech par an. Aujourd'hui, on est à peu près à 340. Donc financement d'innovation green tech, ça représente des sommes très importantes. Ça ne sert à rien que je vous dise qu'on met des milliards, etc. De toute façon, ça rentre dans une oreille, ça sort de l'autre. Mais vous avez bien compris, on met le paquet sur le financement de la green tech française. Et la communauté green tech française, je pense, en Europe, est leader. Voilà, retenez cette bonne nouvelle, c'est fondamental pour vous de le savoir. Ensuite, on va continuer de financer les infrastructures de la transition climatique. On le fait massivement aussi. Pas la peine que je vous donne des milliards, mais sachez qu'on le fait massivement. Donc on finance l'éolien, on finance le photovoltaïque, on finance toutes les nouvelles ruptures dans la production énergétique au travers de France 2030, programme fondamental, en particulier les petits réacteurs nucléaires en ce moment, mais pas seulement. Toutes les nouvelles technos qui sont autour de la géothermie, de la biomasse, etc., du biogaz, tout ça fait l'objet, je vois deux collaborateurs qui me regardent là-bas et qui passent leur journée et même leur nuit à instruire ces dossiers-là. Et donc, nous sommes extrêmement actifs dans le financement des infrastructures. Nous le faisons avec nos partenaires bancaires, il ne faut jamais les oublier. J'imagine qu'il y en a quelques-uns ici. Et nous le faisons avec notre partenaire, évidemment, historique et familial. C'est une cousinade, c'est la Caisse des dépôts et consignations, que je salue. Très important. Donc ça représente 25% de l'activité de crédit de Anne Guérin. 25%, donc le quart de nos activités de financement, c'est ça, et ça va augmenter. Et si je prends José Gonzalo, qui dirige les activités de capital investissement de BPI France, c'est la moitié de son deal flow d'aujourd'hui. Hein. Retenez bien ça, hein. La moitié du deal flow de quelqu'un qui fait 4 milliards d'euros d'investissement par an, c'est des entreprises qui sont sur la transition climatique. Hein. Donc quand on vous dit qu'on est banque du climat, on est banque du climat. C'est pas du lip service. C'est fondamental dans notre quotidien. Alors, comment est-ce qu'on va accompagner dans la durée nos clients ? Évidemment, on va être obligé d'être exigeant et bienveillant. Toujours pareil. Hein. Il n'est pas question qu'on devienne une sorte de mère ou de père fouettard des PME françaises qui va les trier. À droite, à gauche, on ne fera pas ça. Hein. Donc on engage un dialogue climatique avec vous. Et ce dialogue climatique, il prend en particulier la forme de quelque chose dont on est assez fier, qui s'appelle l'indice de maturité climatique. On n'a pas voulu faire une note. On fait un indice de maturité climatique, qui est donc une abscisse, une ordonnée, et qui permet de mesurer l'amélioration continue de l'entreprise dans son environnement. Parce qu'il y a des secteurs dans lesquels c'est beaucoup plus facile de progresser que d'autres. Et ça, on veut le prendre en compte. Dans le dialogue climatique qu'on a avec le client, on lui dit évidemment que s'inscrit dans la durée, sur une demi-douzaine d'années, ce qui nous sépare de 2030. Évidemment, ceux qui feront le plus d'efforts, à la fin des fins, on aura plus tendance à les accompagner quand même, en financement, en equity et en financement d'innovation. Ceux qui malheureusement, n'auront pas compris le risque majeur de la marginalisation, ça deviendra difficile pour nous, crève-cœur, mais ça deviendra quand même difficile pour nous de continuer de les soutenir. Hein. Donc ce dialogue climatique avec la BPI, il est fondamental. Pour faire tout ça, il va falloir beaucoup de capital humain. Le capital financier, on en parle énormément, on parle d'orienter l'épargne, on parle de fonds de pension, de machin, mais la vérité c'est que il est là. Il n'y a pas énormément de problèmes de financement aujourd'hui, hein, pour les investissements rentables. Il y a beaucoup d'investissements non rentables.
Les investissements non rentables, il faudra de la subvention. Donc là, ça boucle sur la question même des finances publiques françaises. C'est une autre question, et des finances publiques européennes. Mais l'écosystème bancaire aujourd'hui, BPI France, Caisse des dépôts et les banques, est prêt à financer les projets. Il est prêt à financer les projets. Hein. En revanche, pour faire tous les diagnostics dont on a parlé, et c'est technique, hein, c'est ultra technique cette affaire, et ça le sera de plus en plus. On manque de bras, on manque de consultants, on manque de bureaux d'études, et il n'y a pas qu'en France. Je faisais le point hier avec le patron de Manpower. Dans tous les pays occidentaux, il y a un shortage massif de consultants sur la transition climatique. Hein. Donc il faut les former, et il faut faire grandir les bureaux d'études. Donc on soutient les bureaux d'études, il y en a ici. Ils sont d'ailleurs des militants dans la communauté du Coq Vert. On est prêt à mettre du capital pour faire grandir des très grandes entreprises françaises de bureaux d'études, des espèces de Veritas du bureau d'études climatique. On met du capital dans les écoles privées françaises dont nous sommes actionnaires pour qu'elles ouvrent plus de classes pour former des consultants qui seront recrutés par les bureaux d'études. Enfin, comme vous le voyez, on essaie d'avoir une action aussi holistique que possible. Il faut retourner toutes les pierres et il faut le faire très 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 vite. Hein. Vous vous en apercevez pas encore aujourd'hui, 2023. Si vous cherchez un bureau d'études, vous allez le trouver. Mais 2025, quand toute la France se sera mise en mouvement, là, on va avoir le shortage. Hein. Donc il y a une urgence sur le capital humain, on en est absolument conscient. Voilà. Je termine pour dire que la communauté du Coq Vert, elle sert à quoi? Elle sert à faire prendre conscience dans les territoires de la nécessité que j'indique là. Hein. C'est une communauté militante. Elle est très 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 importante. Et la France a toujours bougé comme ça. Elle bouge avec des communautés militantes dans les territoires. Hein. Vous pouvez appeler ça de la propagande. Hein. Eh ben tant mieux. Après tout, pourquoi pas. Moi, ça me gêne absolument pas. Ça ne me gêne pas. Voilà. Donc c'est une communauté de propagande bienveillante et positive, mais dont le message quand même central est il est temps de bouger. Il est temps de bouger beaucoup, beaucoup plus vite dans le monde de la PME française. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Je vous remercie. Je vais passer la parole à Anne Guérin qui a orchestré cet événement magnifiquement et qui va vous le raconter avec ses mots.